Donc, de retour dans Illustrator, voilà une chose qu'on va faire maintenant. Rapidement, 4 pétales en couleur pour faire une espèce de fleur. Puis, on mettra de la transparence. Mais comme vous le remarquez, la transparence a été mise uniquement sur le fond des objets, pas sur le contour. Les contours noirs sont restés à 100%. Puis, nous allons faire en sorte que automatiquement les contours se détachent visuellement du tracé pour obtenir cet effet de dessin plus naturel. Donc ça, c'est automatique. Je détermine une distance à laquelle le contour se trouve du tracé, le contour noir dans ce cas-ci, et quelle dimension il prend, quel pourcentage d'agrandissement en hauteur, en largeur. On verra que on peut sauvegarder le style qu'on a mis au point sur les pétales, le sauvegarder et l'appliquer sur n'importe quelle autre forme rapidement. Donc là, j'ai créé des cercles et j'ai rapidement appliqué l'effet spécial, le style qui avait été mis au point. Donc, par la suite, nous allons modifier les transparences. Ce sera l'occasion de voir les raccourcis clavier qui permettent rapidement de tester plusieurs transparences. Et puis, terminer par une petite forme artistique mise sur le contour à la place du contour infographique, bien que il n'est pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose. Le contour à épaisseur constante, là, il est pas mal. Il ne faut pas toujours vouloir aller dans l'artistique et faire des effets. Il n'est pas sûr que dans ce cas-ci, ça apporte vraiment quelque chose d'avoir une forme artistique. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Et puis, une fois qu'on aura vu donc les transparences sur les formes, sur ce qu'on aura étudié ça, nous allons gérer les empilements de différents fonds, puis on passera au texte. Après avoir travaillé sur des formes vectorielles, on passera au texte. Donc, pour le restant de la journée ici, on parle de transparence, de décalage, de contour. Enfin, je ne devrais pas faire le mot je devrais pas dire le mot décalage parce qu'en fait, on va pas utiliser la fonction de décalage. On va utiliser une fonction de transformation plutôt pour éloigner le contour du bord de la forme. Donc, dans Illustrator, vous créez un nouveau document, A4 horizontal par exemple. Ensuite, avec le crayon, je vais rapidement dessiner des espèces de pétales. Donc, avec le crayon, actuellement, on voit que le fond de la forme sera blanc, le contour sera noir. Si je ne veux pas avoir de problème avec le crayon, je peux double-cliquer sur lui pour faire apparaître ces options et indiquer qu'une fois que la forme est dessinée au crayon, elle ne doit plus être sélectionnée. Donc, je décoche conserver la sélection. Ok, mais il n'est pas sûr que d'origine elle aura un remplissage parce que ceci n'est pas coché. Mais c'est pas grave, on ira le mettre après de toute façon manuellement, les couleurs différentes. Donc là, j'ai double-cliqué sur le crayon pour aller décocher, conserver la sélection, parce qu'on sait bien que si on revient au crayon sur un objet qui est sélectionné, c'est pour le modifier, pour modifier son aspect. Et donc, en faisant ça, dès que la forme sera tracée, elle ne sera plus sélectionnée, je pourrai revenir au crayon, même tout près, refaire une autre forme, ça ne va pas modifier la première. Donc voilà, je dessine un premier pétale, un deuxième. Waouh, il est un peu raté celui-là. CTRL Z. Voilà. C'est juste très rapide, très stylisé. Ouais, vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez. J'en avais fait 4 dans la première version, mais en voilà 6 éventuellement. Donc, affichage tracé, on voit que ce sont des formes faites au tracé. Ce sont des tracés.
le crayon a généré des tracés vectoriels. Des formes non fermées, mais c'est pas grave, on peut quand même les remplir de couleurs. Affichage aperçu, je reviens en mode de travail normal. Donc voilà, j'ai des formes qui ont un contour noir, aucune couleur de fond. Ça, c'était prévisible parce que, en effet, comme je l'avais dit, comme ceci n'était pas coché, le crayon me fait des formes sans remplissage, sans fond. Je vais aller mettre manuellement sur chaque forme un fond différent de couleur. Alors, vous y allez. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout pour tout désactiver. Puis vous cliquez sur les différents pétales les uns après les autres et vous allez dans le nuancier. Pour la couleur de fond, c'est important, gardez le contour noir pour toutes les feuilles. On modifie uniquement le fond, on va aller choisir des différentes couleurs. Alors, pas beaucoup de couleurs ici, c'est ennuyeux. Je vais aller chercher le nuancier des couleurs Pantone, menu de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs, Pantone Solid Coated. Voilà. J'ai donc le nuancier Pantone Solid Coated. Je peux l'associer avec la palette nuancier éventuellement. Voilà. Ok, comme ça. Là, j'ai le nuancier du document. Là, j'ai la palette Pantone Solid Coated non modifiable, je vous rappelle. Donc, je vais aller choisir différentes couleurs. Ok. Alors, vous avez vu ce que je viens de faire? J'avais attribué à mes feuilles, j'ai attribué à mes feuilles 5 couleurs. Il me reste une 6e feuille à laquelle je vais attribuer une couleur. Et je me dis, tiens, j'aimerais autant reprendre la même couleur que celle que j'avais mise ici. Donc, je prends la pipette et en ayant mon objet ici sélectionné, je vais aller pipeter là-dessus et j'ai la même couleur qui revient. Donc, je vais aller prendre les attributs d'un objet pour les mettre à un autre. Plutôt que de chercher mon rose dans mon nuancier Pantone ici, et essayer de retrouver le même, autant aller puiser sur un objet qui a déjà cette couleur-là. Donc, c'est la pipette. Si je double-clique sur la pipette dans la palette des outils, sur l'icône de la pipette, je vois les options de la pipette. Alors, on voit en fait qu'est-ce qu'elle peut prélever, ben, quasiment tout dans ce cas-ci, et qu'est-ce qu'elle applique, ben, quasiment tout. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, je suis allé prélever sur cet objet-ci avec la pipette la couleur de fond, mais en réalité, j'ai également prélevé le contour. Et je l'ai appliqué sur cet objet-là, mais comme cet objet-là, il se trouve qu'il avait le même contour, j'ai pas vu qu'il a appliqué également le contour, mais vous le voyez, ça prélève à la fois la couleur de fond dans ce cas-ci et les contours, tout ce qui concerne les contours. Donc, si vous voulez aller prélever sur des objets les couleurs, mais sans prélever le contour, ben vous savez qu'il faudra décocher ceci pour que ça ne prélève pas le contour. Enfin, c'est une petite gestion comme ça de ce que peut faire la pipette. Qu'est-ce qu'elle peut prélever, qu'est-ce qu'elle peut appliquer. Dans le nuancier du document, je vois les couleurs que j'ai choisies. Alors, les différents objets. Celui-ci utilise la couleur qui est encadrée là, forcément. Celui-là, c'est celle-là. Ça, c'est celle-là. Donc, tout ça est très logique. Sauf qu'il y a un des bleus, visiblement, qui n'est pas, un des bleus Pantone qui est ajouté là, qui n'est pas utilisé. Du tout. Ah si. Ok. Ben, je vais faire en sorte que ce soit exactement le même, parce qu'actuellement, c'est pas le même. Vous voyez? C'est deux couleurs bleues différentes. Donc, ok, je vais activer celui-ci avec la
qui fait, je veux dire qu'il va prélever les informations de cet objet-là. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il y a en effet un des bleus qui n'est plus du tout utilisé. Voilà, on le voit. Quand je clique maintenant sur les deux objets bleus, la vignette bleue reste la même activée dans la palette nuancier. Voilà, ça veut dire que celle-ci peut être jetée à la corbeille et ne sert pas. OK. Donc, les 5 couleurs Pantone utilisées par ces 6 pétales. Non, il y en a une encore qui n'est pas utilisée, c'est celle-ci. Je clique à côté de tout pour désactiver, et celle-là. Voilà, donc 4 couleurs Pantone utilisées par les 6 pétales. Voilà. OK. Ah. Je double-clique sur la nuance qui est utilisée ici par 2 de mes pétales. Donc, les options de cette nuance s'ouvrent et donc elle est utilisée par les 2 pétales. Même en n'ayant aucun objet activé, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Quand je vais double-cliquer sur la couleur et que je vais la changer, case aperçu coché, ah, il n'est pas possible de le faire ici, je vais devoir repasser en RVB pour pouvoir modifier parce que je suis en catalogue de couleurs. Je repasse en RVB. Et il ne veut pas le faire. Voilà, là il veut bien le faire. Ok, j'arrive à modifier, au départ du nuancier, j'arrive à modifier la couleur. Donc je vais recommencer. Je double-clique sur l'échantillon. Si j'essaye de bouger les petits curseurs, je n'y arrive pas parce que c'est verrouillé, c'est dans le catalogue de couleurs. D'accord? Je vais passer ici en RGB. Autant passer en RGB plutôt qu'en CMJN, j'ai plus de couleurs en RGB. Alors, si j'essaie de bouger maintenant en RGB, ça marche. OK. Donc, c'est la seule chose à faire. À la place de catalogue de couleurs, vous choisissez RGB. Et alors, vous remarquez que quand je modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur sur tous les objets qui utilisent cette couleur. D'accord? Et ça, c'est parce que nous avons le petit triangle en bas à droite de l'échantillon de couleur qui indique qu'il s'agit d'une couleur globale. Vous voyez qu'il est coché ici, global? Global. Quand on applique une couleur qui n'a pas ce petit triangle en bas à droite, si je double-clique sur l'échantillon et que je la modifie, ça ne va pas se répercuter dans les objets qui utilisent cette couleur. Donc, nous y reviendrons à cette notion de couleur globale parce que quand on crée des illustrations, ça peut être très intéressant qu'on leur applique des couleurs globales plutôt que d'aller chercher des couleurs non globales, comme celle-ci. Il vaut mieux leur appliquer des couleurs globales. Comme ça, je peux modifier différentes parties de l'illustration, les couleurs, via le nuancier. C'est un peu comme si c'était un style de couleur. Vous voyez, vous connaissez les styles de paragraphes dans InDesign. On modifie le texte en modifiant le style de paragraphe. Ben ici, on modifie l'illustration en modifiant les couleurs dans le nuancier. Donc, pour ceux qui ont vu la formation InDesign la semaine dernière, dans InDesign, d'office, les couleurs du nuancier sont globales. Si je les attribue à des objets dans InDesign et que je modifie la couleur dans le nuancier, ça fait ça. Ça modifie les objets dans la mise en page. Donc là, dans InDesign, c'est d'office global. Dans Illustrator, vous avez le choix. Donc, double-clic, faire passer en RVB pour quitter le mode catalogue de couleurs, case aperçu coché, et je change les couleurs ici. Voilà. OK. Au niveau des couleurs, Illustrator est extrêmement puissant comme outil et il vous propose des aides au choix des couleurs, notamment des générateurs d'harmonie de couleurs, des fonctionnalités pour intervertir les couleurs dans l'illustration jusqu'à ce que les couleurs aient pris leur bonne place. Enfin, plein de fonctions qui seront vues à la formation avancée créer vos illustrations. Donc voilà, c'est
vraiment quand on n'a aucun objet sélectionné, parce que s'ils sont sélectionnés, forcément, si on va double-cliquer sur la couleur, ça applique cette couleur-là et ça modifie, même s'il n'y a pas le petit triangle. Mais là, je télécommande vraiment les couleurs par le nuancier ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit test. Comme ça, vous allez vraiment comprendre. Si vous créez ici une petite boule, voilà, avec l'outil ellipse, et cette petite boule, vous lui mettez une couleur. Par exemple, je vais mettre cette couleur-là, ouais, de fond. Je crée une autre petite boule et je vais lui mettre une couleur Pantone. Donc, je vais la chercher dans le nuancier Pantone, qui sont d'office des couleurs globales. OK. Donc, dans le nuancier du document, j'ai maintenant... Oui, j'ai cliqué sur 2 Pantones, donc il y en a une qui s'est ajoutée pour rien. Donc, je désélectionne tout. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. La Pantone ici ne me sert pas. Elle n'est pas utilisée dans le document. C'est parce que j'ai cliqué sur 2 Pantones vertes. Voilà. Donc, le cas de figure, j'ai cette couleur-ci qui est là. Voilà, c'est celle-là. Quand je double-clique sur elle, et que je modifie, même avec la case aperçue, ça ne modifie pas la couleur dans l'illustration. On voit que la couleur ici se modifie. OK. Mais ça ne modifie pas la couleur dans l'illustration. OK. Si je le fais sur la couleur Pantone qui doit être celle-là. Non. Il faut que je choisisse RGB, voilà. Voilà, OK, ça marche. Ah oui, elle était déjà utilisée par l'autre feuille, donc ça modifie aussi l'autre feuille. OK. Donc, couleur globale. Awesome. Is female the next for seeking to cut that to As-tu des objets sélectionnés? Il ne faut pas. Donc, je vais répéter. Oui, parce que c'est vrai que l'explication n'est pas tout à fait claire. Je prends la petite boule ici et je vais créer plusieurs petites boules. Voilà, ma petite illustration. OK. Alors, je vais, avec la flèche noire, activer plusieurs boules. Donc, avec la touche majuscule enfoncée, je vais en activer plusieurs. Voilà, j'en ai activé 3. Et je vais leur mettre une couleur de fond. Une couleur de fond. Celle-ci, par exemple. Voilà. OK. Ensuite, j'active avec la touche majuscule les autres boules. Celle-là, je vais leur mettre une couleur Pantone. Donc, vous avez remarqué que pour les premières boules, ici, j'ai choisi une couleur non globale. Il n'y a pas le petit triangle en bas à droite. Maintenant, dans la palette Pantone, je vais choisir une couleur qui n'est pas encore utilisée dans l'illustration. Ce sera plus clair. Donc, une couleur Pantone comme celle-ci, par exemple. Voilà. Voilà, elle vient de s'ajouter au nuancier. À partir de là, en n'ayant rien à sélectionner dans la palette, dans le document, donc avec la flèche noire, je clique à côté de tout. C'est ça l'épisode qu'il ne faut pas louper. Hein? C'est l'épisode où Brandon revend l'entreprise à Cynthia. Donc ne loupez pas cet épisode. Non, je rigole. C'est l'épisode où je dis il faut cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Quand je double-clique maintenant sur la couleur que j'ai appliquée, qui était celle-ci, et que avec la case aperçue, je la modifie, ça ne modifie pas les objets dans l'illustration, parce que ce n'est pas une couleur globale. Ceci n'est pas coché. Alors vous allez dire, oui, mais il suffit de cocher. Mais non, parce qu'il fallait que ce soit coché avant d'appliquer sur les objets. Voilà, donc maintenant c'est trop tard. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'était pas cette couleur-là, c'était ce jaune-là. Ben, je vais essayer avec ce jaune-là. Je double-clique sur ce jaune-là, case aperçue, je coche, je modifie. Les objets jaunes ne se modifient pas dans l'illustration. Maintenant, si je double-clique, toujours en n'ayant aucun objet activé dans le document, je double-clique sur le bleu ici, le Pantone, qui est une couleur globale. Pour pouvoir le modifier, je le convertis en RGB. Et je vais changer la couleur, et bien ça va
changer, oui, ça change les couleurs des objets. Donc, c'est utile pour faire des recherches graphiques. Ça veut dire que quand vous faites des dessins, des illustrations dans Illustrator, vous n'êtes pas obligé, dès le départ, de trouver les bonnes couleurs. Vous pouvez vous focaliser votre esprit sur les formes, sur les courbes, sur les dispositions d'objets. Et si les couleurs sont foireuses, c'est pas grave, ça peut être corrigé après. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, comme ça, scinder le travail. Ouais. OK. Voilà, donc dans un autre épisode, je montrerai comment créer des couleurs globales, pas nécessairement au départ d'un nuancier Pantone, mais au départ de rien. Une nouvelle couleur qui sera globale et qu'on va appliquer sur des objets. Ici, je vais déjà enregistrer le document. Je vais appeler ça fleur, voilà, 01. Alors, on en était à dire que nous allions modifier les transparences des pétales. Donc, dans ce cas-là, je dois vraiment indiquer sur quel pétale je travaille. Je vais travailler sur celui-là. Il serait possible de travailler sur plusieurs en même temps. Je peux faire ça aussi, majuscule. Je travaille sur 2 pétales en même temps, c'est pas un problème. Et dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, si vous ne voyez pas l'icône pour faire apparaître la palette aspect, dans la palette aspect, je vais modifier l'opacité. Donc, il vous indique aspect mixte. Alors, je vous dis tout de suite, ceci, on va l'annuler après parce que vous êtes en train de voir qu'on modifie l'opacité de tout l'objet. Si je clique à côté pour le désactiver, je vois que j'ai modifié l'opacité du fond, mais également du contour. Donc, c'est tout l'objet. Donc, je vais cliquer à nouveau avec le majuscule pour activer, dans mon cas, mes 2 objets et modifier l'opacité pour la remettre à 5%. Voilà. OK. Alors, si je veux modifier l'opacité des fonds, eh bien, dans ce cas-là, ça ne va pas être possible parce que j'ai des fonds différents sur mes 2 objets. Donc, soit je fais un seul objet, soit je fais un autre objet, mais qui a le même fond, avec la touche majuscule. Voilà. Et là, à la place de aspect mixte, je vois que c'est les mêmes attributs de contour et de fond sur ces 2 objets. Je vous rappelle que si vous avez des dizaines d'objets comme ça dans l'illustration, Illustrator propose un système pour sélectionner automatiquement les objets. Je clique sur le premier, je vais dans le menu Sélection, Identique, couleur de fond et de contour, peut-être contour et fond, voilà. Et là, il sélectionne automatiquement les autres objets d'illustration qui ont le même contour et le même fond. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu bête parce que j'en ai que 2. Mais imaginez une illustration complexe où vous avez des dizaines d'objets. Vous n'êtes pas obligé de cliquer avec majuscule sur chacun à la suite d'un des autres. Illustrator a une fonction qui vous permet de faire des sélections automatiques en fonction des affinités, les mêmes couleurs de contour et de fond. C'est ce que j'ai choisi dans ce cas-ci. OK. Alors, c'est là que ça va changer par rapport à ce qu'on a fait avant. Je ne vais pas cliquer sur opacité pour modifier l'opacité de tous ces objets, mais uniquement leur fond, le contour noir, va rester bien noir. Et donc, je dois aller dans l'opacité du fond. J'ouvre ici le fond. Je trouve un deuxième opacité ici qui ne concerne que le fond. Et je diminue l'opacité du fond. Voilà. Donc, si je clique à côté, je vois mes lignes noires sont restées bien noires. Par contre, les fonds sont devenus transparents. OK, je vais faire ces 2 ci d'un coup. Clic, majuscule clic, ils sont identiques au niveau couleur de fond et de contour. Donc, la palette aspect ne m'inscrit pas aspect mixte. Je modifie encore une fois l'opacité du fond, pas du contour.
Alors, j'active cet objet-ci. Il n'y en a pas d'identique dans la fleur, donc je vais modifier seulement celui-là. Donc, ça fait, je modifie son opacité. Voilà. Et celui-ci, ça, je modifie son opacité. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'ai des transparences. Ça se voit clairement. Et ça amène de la complexité aux illustrations de la transparence. Quelque part, un peu automatiquement, tous ces entrecroisements, ça amène des nuances, une espèce de camailleux intéressant. Je vais enregistrer le document. Donc, la question que tu te posais, c'est est-ce que je suis sûr que mes tracés sont tous identiques? Est-ce que j'aurais pas changé par erreur un des tracés? Ben, c'est très simple de le savoir. Il suffit de faire un rectangle de sélection qui englobe tout pour sélectionner tous ces pétales. Dans la palette aspect, il m'indique quelles sont les caractéristiques du contour. Un point noir. Un point d'épaisseur en noir, ça veut dire qu'ils sont tous identiques. S'ils n'étaient pas identiques, ils ne te le mettraient pas. D'ailleurs, regarde, la palette aspect ne me parle pas du fond, parce qu'ils sont différents. Aspect mixte, en ce qui concerne les fonds. Ça n'apparaît pas. Il ne va montrer que ce qui est commun. Opacité de l'objet, c'est par défaut 100%. Ce qu'on a été modifié, c'est l'opacité des fonds. Mais l'opacité globale de l'objet est restée à 100%. Voilà. Alors, je sélectionne mes 6 objets. Donc, petit rectangle pour englober les objets. Ils sont tous les 6 sélectionnés. Et je vais travailler sur le contour. J'indique dans la palette aspect, en cliquant à cet endroit-ci, en mettant surbrillance contour, que je ne veux modifier que le contour. D'accord? Si je cliquais sur tracé, ou si ceci était, si la palette aspect ressemblait à ça, ça veut dire que je modifie tous les contours et les fonds. Mais donc ici, je précise, je modifie les contours. Et je vais appliquer un effet de transformation sur le contour. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir dans la palette aspect, ouvrir l'onglet qui concerne les contours. Et vous allez voir qu'un effet spécial va s'appliquer, mais seulement sur les contours. Il va se mettre ici, à côté de l'opacité qui concerne les contours. Alors, on y va. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Je coche la case aperçue. Alors, voyons un peu ce que ça donne dans la palette aspect. Il ne m'a pas encore mis, ce sera quand je cliquerai sur OK qu'il le mettra. Ben d'ailleurs, je peux cliquer sur OK directement si je veux. OK, voilà. Il y a donc un effet de transformation qui s'est mis uniquement sur les contours. D'accord? Pour modifier l'effet de transformation, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le mot transformation ici, dans la palette des aspects. Ça réouvre la boîte. Et là, je vais faire éloigner le contour du tracé. Donc, j'ai un déplacement horizontal, vertical. Et en plus de ça, je peux, si je veux, modifier les dimensions, mais n'y allez pas trop fort. Hein, garder, augmenter ou diminuer de quelques pourcents seulement. Sinon, ça va partir à 3 km. Voilà. L'angle, non, l'angle, on ne va pas y toucher. Hein. Dans ce cas-ci, c'est plutôt annulé. On va garder, c'était combien? 0. Oui, 0 degré pour nous déjà. Ok, il y a plein de choses intéressantes ici. C'est extrêmement puissant ce qu'on sait faire avec tout ça. Donc, dans ce cas-ci, surtout, ne faites pas de zèle, modifiez seulement le déplacement et éventuellement aussi l'échelle. Le but est d'obtenir au final une forme qui a l'air d'être dessinée à la main.
Voilà, ce sera encore modifiable après si on veut. OK. Et ça n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas voulu le faire? Yeah. On va recommencer. J'ai sans doute trop chipoté. OK. Bon, là, ça marche. J'ai dû faire une petite erreur. Et donc, voilà. Tous les objets ont la même transformation. J'aurais pu, si je voulais, bien sûr, faire des transformations différentes sur chaque objet. Et à ce moment-là, quand j'aurais sélectionné plusieurs objets, il ne m'aurait pas affiché la transformation parce qu'elle aurait été différente sur chaque objet. Mais ici, elle est identique. Comme ça, j'ai une certaine cohérence graphique là-dedans. Je vais enregistrer le document. Donc, lorsque vous enregistrez, en effet, il vous met un message à propos des tons directs. Voilà. Lorsque des tons directs sont combinés avec des zones transparentes, leur conversion en couleur quadrille dans une application autre que Illustrator peut produire des résultats inattendus. Bon. Ça veut dire que si au final, cette illustration doit être imprimée en quadrille, j'ai intérêt à convertir les couleurs Pantone en CMJN dans Illustrator plutôt que de le faire dans InDesign, parce que InDesign va mal interpréter, ça risque de changer l'illustration. C'est un peu logique, hein, on est dans quelque chose d'assez complexe ici. Illustrator sait le faire parce que c'est lui qui il est prévu pour le faire, mais InDesign ne sait peut-être pas nécessairement transformer les Pantone en quadrille en tenant compte de la transparence qu'on a mis ici. Voilà, c'est simplement ça que ça veut dire. Donc, il faudra, avant d'utiliser ça dans InDesign, il faudra aller dans le nuancier. Et là, je n'ai rien qui est sélectionné dans l'illustration. Donc, tout va bien. Si ça doit être converti en quadrille au final, il faudra que je double-clique sur les Pantone et que j'aille demander CMJN. D'accord? Et à ce moment-là, je devrais avoir moins de surprises. Ça va conserver l'aspect. La Pantone, il faut indiquer aussi ici couleur quadrille, voilà. Couleur quadrille, CMJN. OK. Donc, la Pantone n'est plus une couleur Pantone, c'est toujours une couleur globale, mais ce n'est plus une couleur Pantone, c'est plus une spot color. Il n'y a plus le petit point dans le triangle. C'est une couleur quadrille, en fait. CMJN couleur quadrille. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Et je peux le faire sur plusieurs couleurs d'un coup. Clic, majuscule, clic. Menu de la palette nuancier, option de nuance. Et je peux dire que c'est couleur quadrille. CMJN. OK. Donc, elles sont toutes CMJN. Ce ne sont plus des couleurs Pantone. Elles sont toujours couleur globale, mais elles sont plus couleur Pantone. Et donc là, normalement, si j'enregistre, il ne devrait plus me prévenir qu'il y a un problème, qui risque d'y avoir un problème dans un autre logiciel que Illustrator pour l'interprétation des transparences. Voilà, il n'y a plus le message. D'accord. Donc, c'était simplement ça, cas particulier de l'utilisation de Pantone avec de la transparence. Vous n'aurez ce message que quand vous ferez ça. Des Pantone avec de la transparence dans Illustrator. Alors ici, étape suivante, nous avons modifié, pour chacun de ces pétales, nous avons modifié la transparence du fade. D'accord? On va modifier le mode de fusion. Donc, je clique sur celui-ci, par exemple, puis dans la palette aspect, je vais retravailler sur le fond. Donc, dans la partie fond, ici, à opacité, je vois que tout à l'heure, j'étais mettre 50% d'opacité. Eh bien, nous avons également les modes de fusion. C'est ceci. Si je mets produit,
Et là où la couleur du pétale se superpose à une autre couleur, ça va assombrir. Je vais faire ça pour d'autres ici aussi. Pour celle-ci, par exemple, voilà. Et là, je mets produit et on voit que ça s'assombrit. On est d'accord? Ça, c'est quand on veut simuler, par exemple, l'utilisation de marqueurs. Quand on dessine au marqueur couleur sur du papier et qu'on superpose des marqueurs, ça assombrit. Donc, c'est ça. Mode produit. À l'inverse, vous avez le mode superposition. Ça s'éclaircit quand ça se superpose. Ça correspond à ce qui se passe quand on projette plusieurs images sur un mur. Là où elles se superposent, ça devient plus clair. Voilà. Là où elles se superposent, ça devient plus clair. En fait, c'est par groupe. Si vous regardez les modes de fusion, vous avez un premier groupe, obscurcir, produit, densité, couleur plus. Et le second groupe ici, c'est la même chose, mais sauf que c'est l'inverse. Éclaircir, superposition, densité, couleur moins. OK. Donc les autres, c'est autre chose. Donc les deux premiers groupes ici, en tout cas, vous avez un groupe et son inverse. OK. Densité, couleur plus, et densité, couleur moins. Voilà. Alors, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Et c'est long d'aller dans le menu. Comme ça, c'est ennuyeux. Donc, nous allons utiliser un raccourci clavier pour voyager dans les modes de fusion. Et visuellement, en regardant l'illustration, on va choisir celui qui nous intéresse le mieux. Sauf que, il se trouve que dans Illustrator ici, le raccourci clavier n'existe pas, il va falloir le créer. Et après, je vous montrerai rapidement que dans Photoshop, il y a également les modes de fusion pour les calques et on peut également créer un raccourci clavier pour passer en revue rapidement les modes de fusion plutôt que d'aller chaque fois dans le menu, ça prend du temps. Donc, pour répondre à ta question, il y a une palette transparence qui existe, hein, évidemment, fenêtre transparence. C'est la même chose que ce qui apparaît dans la palette aspect, en fait. Si je clique ici sur le fait, pour indiquer que je travaille uniquement sur le fait, on me dit que je suis en densité couleur moins 50%, d'accord? Même chose que ce que j'obtiens quand je clique là, en fait. C'est la même chose, en fait. Mais attention, si vous voulez travailler par la palette transparence, il faut vraiment indiquer que vous travaillez sur le fond uniquement. Parce que si vous n'indiquez pas que vous travaillez sur le fond après avoir cliqué l'objet, c'est la transparence globale de l'objet. D'accord? Y compris le contour de l'objet. On voit que le contour s'éclaircit là. Donc, faites attention. Si vous voulez modifier le mode de fusion ou la transparence du fond, il faut vraiment, si vous le faites via la palette transparence, il faut vraiment, dans la palette aspect, indiquer que je travaille sur le fond. Voilà. Et là, je ne modifie que le fond. Pas le contour. Donc, moi, je vous conseille d'oublier la palette transparence là. Dès qu'on commence à cibler vraiment une partie de l'objet, le fade, des contours, il faut y aller par la palette aspect. D'autant plus que ça peut devenir complexe. Vous pouvez avoir plusieurs fonds, on l'a vu. Hein. Sur le même objet, vous pouvez avoir plusieurs fonds, même plusieurs contours. C'est tout à fait possible. Il y a des styles graphiques complexes qui existent. Donc, j'en étais à parler des raccourcis clavier qui permettent de passer d'un mode de fusion à l'autre. Édition, raccourci clavier. Je suis toujours dans un jeu de raccourcis personnalisés que j'avais enregistré l'autre jour. De toute façon, si je suis dans les paramètres par défaut d'Illustrator et que je modifie quelque chose ici, il va me dire de l'enregistrer sous un autre nom. Je recherche les modes de fusion. C'est où? Difficile à savoir. Donc, je vais ici cliquer dans le champ de recherche et je vais taper fusion. Voici tous les modes de fusion qui apparaissent. Je vais descendre dans la liste. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux-ci. Mode suivant, mode précédent.
je veux faire 2 raccourcis clavier. Un qui permet de monter dans la liste, un qui permet de descendre. Donc, je clique sur mode suivant. Je clique là-dessus pour indiquer que je vais modifier le raccourci clavier. Et je vais faire le raccourci habituel pour ça, c'est majuscule plus. Vous enfoncez la touche majuscule et la touche plus du pavé numérique. Ceci dit, vous voyez, on peut faire majuscule moins pour descendre et majuscule plus pour monter. C'est plus logique. Voilà. D'accord? Mode précédent, majuscule plus. Mode suivant, majuscule moins. Je clique sur OK. Un petit message. Voulez-vous vraiment remplacer le jeu Thierry? Je réponds oui. Je le mets à jour. À partir de là, quand je sélectionne un objet et que je... Voyons un peu si... Ouais, non, il n'y a même pas besoin de... Donc, dans la palette aspect, j'ai bien indiqué que je modifie le fond. Il n'y a même pas besoin d'aller cliquer sur opacité. Majuscule plus et majuscule moins me passent en revue les modes de fusion. D'accord? Je vais faire ça pour d'autres objets. Majuscule plus, majuscule moins pour tester. Ah oui, il faut que j'indique que... Oui, c'est toujours le fond que je suis en train de travailler là. Mais ça n'a pas l'air de marcher super bien là. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est tout à fait derrière celle-là. Il n'y a pas de forme derrière elle en fait. Oui, ça peut arriver aussi, que vous ayez l'impression que ça ne change rien parce qu'il n'y a rien derrière en fait. Si c'est la forme qui est tout en dessous, derrière c'est le blanc du papier et le mode de fusion ne va pas changer grand-chose en fait. Yes, they'll have a particular section check with the capacity to the enable make it on est en train de se. Oui, normalement, il doit y avoir le mot qui le dit. Mais c'est vrai qu'ici, ça ne marche pas super. Donc, oui, il est possible que je doive manuellement d'abord changer, passer à autre chose que normal. Et puis alors, le raccourci clavier va marcher. Oui, c'est ça. Donc, voilà l'astuce. Il faut manuellement aller indiquer autre chose que normal. Et à partir de là, le raccourci clavier fonctionne comme on le voit ici. Voilà. En fait, vous allez pouvoir faire la même chose dans Photoshop par la même méthode. J'ai même pas besoin de montrer dans Photoshop pour créer les raccourcis clavier pour voyager dans les modes de fusion. C'est la même procédure que pour Illustrator à peu près. Voilà. Vous voyez, on crée non seulement des nuances, mais également des nouvelles couleurs, qui sont le mélange de 2 couleurs qui se superposent. Donc, ça veut dire que je complexifie mon illustration grâce à des techniques un peu automatisées. Je peux également aller modifier la position des pétales, vous savez. OK. Voilà. Assez génial. Vous avez vu que parfois les tracés noirs changent d'aspect, mais c'est parce qu'ils subissent l'objet au-dessus. Le fond de l'objet ici rose, avec une certaine certain mode de fusion, peut modifier l'aspect de tout ce qu'il trouve en dessous de lui, y compris les contours des objets d'en dessous. Voilà. Là, j'ai même un tracé qui passe de noir à gris clair. Donc, quand même plus pratique que les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier là-dessus, c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas ça, vous allez perdre énormément de temps à aller dans les menus, tester chaque mode de fusion l'un après l'autre. C'est à se demander pourquoi c'est pas comme ça d'origine dans Illustrator, possibilité de passer en revue.
ou des petites flèches à cliquer, mais même pas. Ceci dit, dans Windows, quand vous êtes dans le menu ici, que vous jouez avec les flèches au clavier, est-ce que ça change l'objet activé? Si j'active un objet, voilà. J'active un objet, je vais modifier le mode de fusion du frein, ici, avec le menu. Si je garde le pointeur dans le menu et que je joue avec les flèches au clavier, est-ce que sur Windows, ça change? Sur Mac, non, mais j'ai déjà vu que sur Windows, ça peut marcher comme ça. Avec les flèches haut et bas sur le clavier. Donc, c'est encore une autre solution. Ça ne marche pas? OK. Ça a déjà marché. Ça dépend sans doute du système d'exploitation Windows qui est installé et de la version de Illustrator aussi. OK. Ah oui, au passage, vous voyez que par la palette de transparence, nous avons la possibilité de faire des espèces de masques de fusion dans Illustrator. Comme dans Photoshop. On ne va pas les faire ici, mais techniquement, c'est là que ça se passe. Des masques de fusion qui vont permettre de rendre plus ou moins transparent l'objet, plus ou moins visible. Ça vous rappelle sans doute ce qu'on voit sur les calques Photoshop qui ont des masques de fusion. L'illustration à gauche, le masque de fusion à droite. Et bien c'est ça en fait. Je vais indiquer que je fais des formes sans fond et sans contour. Je fais les formes. Voilà. Ah tiens, je peux faire des petites étoiles si je veux cette fois-ci. Voilà. Des petites étoiles. OK. Elles sont sans fond et sans contour. Je vais passer en affichage tracé pour pouvoir, avec la flèche noire, les activer par clic majuscule. Puisqu'elles n'ont pas de fond, pas de contour, difficile de les voir si je ne passe pas en affichage par tracé. Voilà, elles sont sélectionnées, je repasse en affichage aperçu. Je vais modifier leur fait. Je vais créer une nouvelle couleur que je vais faire global dès le départ. Menu de la... Oui, ça c'est le piège. On ne peut pas créer une nouvelle nuance sur des formes qui n'en ont pas encore une. Donc je vais d'abord leur appliquer n'importe quoi comme nuance. Puis, nouvelle nuance. Je coche global. Je donne le nom que je veux à la nuance. D'abord, je vais la créer. Voilà. Vert prairie, par exemple, voilà. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai coché couleur globale. Vous avez vu la petite astuce, on ne peut pas avoir accès à nouvelles nuances dans le nuancier si l'objet sélectionné là n'a pas déjà une nuance. C'est vicieux, c'est comme ça. OK. Et la nouvelle nuance arrive là et le petit triangle m'indique qu'elle est globale. Donc, ça veut dire que même si les objets ne sont pas sélectionnés, et si je clique à côté avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, eh bien, je peux modifier leur couleur via le nuancier en double-cliquant et en changeant les curseurs. Ça va modifier la couleur des étoiles qui sont là. Case aperçu coché, ça marchera mieux, voilà. OK. Donc, vous avez vu que les couleurs globales, on les a obtenues précédemment en choisissant des pantones dans le nuancier Pantone, mais on peut aussi créer de toutes pièces une couleur dans le nuancier et choisir qu'elle est globale dès le départ. OK. Vous allez dire, mais s'il y avait une des étoiles que je voulais pas, que je veux qu'elle change de couleur, ben je clique sur elle et je change de couleur. Quitte à créer une nouvelle couleur globale. Voilà. Donc, cette étoile-là, quand je vais double-cliquer sur cette nouvelle couleur globale, elle va changer de couleur. Case aperçu coché. Voilà, elle change de couleur en effet. Tous les objets que je fais par la suite qui utilisent cette couleur globale changeront de couleur aussi
quand j'irai modifier cette couleur globale. Case aperçu coché, voilà. Voilà, donc les couleurs globales, savoir que ça existe, qu'il faut les demander au moment où on les crée. Une fois que la couleur normale a été appliquée sur un objet, inutile de la transformer en globale. Le lien entre l'objet et la couleur n'est pas fait. Ce sera uniquement pour les objets qui utiliseront par la suite cette couleur. D'accord? Pour bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, je vous montre. Si j'applique à ces deux, par exemple, hexagones, j'applique cette couleur ici. Voilà. Puis, il me prend l'envie de la transformer en globale. Je double-clique, je coche global. Elle est globale. Si je double-clique et que je la modifie, les hexagones ne changent pas de couleur parce qu'au moment où ils ont reçu la couleur, elle n'était pas globale. Donc le lien entre la couleur et les objets n'est pas fait. OK? Non. Alors, je vais vous montrer les styles parce que c'est très bien d'avoir passé du temps à mettre au point des objets ici, mais c'est bien de savoir aussi qu'il est possible de récupérer leur style et l'appliquer sur n'importe quel autre objet, même dans un autre document. Donc, c'est assez simple. Je vais d'abord aller chercher la palette des styles. Donc, menu fenêtre, style graphique. Fenêtre, style graphique. Donc, dans la palette des styles graphiques, je vais sélectionner en fait déjà un objet sur le plan de travail et je peux le déplacer dans la palette des styles graphiques. Je peux faire ça pour d'autres objets aussi si je veux. Voilà. Je peux même en sélectionner plusieurs peut-être et les amener tous ensemble. Non, ça ne marche pas. Voilà. Ah, il y en a qui sont identiques en fait. Hein. Il y en a certains qui sont identiques, forcément, ces deux-ci, par exemple. Je clique à côté de tout pour désactiver. Ces deux-ci sont identiques, donc il y en a un que je vais supprimer, voilà. OK, bon, je vais faire avec cela. Alors, les styles graphiques, c'est comme les autres palettes. Si je copie-colle d'un document à l'autre, en fait, des objets qui utilisent ces styles, je transférerai les styles dans l'autre document. Autre solution, mais qui n'est pas conseillé, je vous l'avais dit, quand vous êtes nomade et que vous passez d'un ordinateur à l'autre, ça va être compliqué. C'est menu de la palette style graphique, enregistrer la bibliothèque de style graphique. Donc à partir de là, ouais, Fleur 06, je peux garder ce nom-là, enregistrer. Donc il enregistre dans le dossier spécial de l'illustrateur pour les styles graphiques. À partir de là, quand je voudrais récupérer les styles graphiques, je les trouverai dans le menu, dans Ouvrir la bibliothèque de style graphique, Utilisateur. Donc, pas la méthode la plus conseillée, surtout si vous passez d'un ordinateur à l'autre. Donc, la méthode conseillée, c'est quoi? Je vous le rappelle ici. Je vais prendre un outil rectangle. Je vais tracer un rectangle. Je vais, avec la flèche noire, déplacer le rectangle en enfonçant la touche Alt et majuscule. Je vais enfoncer CTRL-D sur le PC, Command-D sur le Mac pour dupliquer la dernière opération qui était un déplacement avec copie. Et je vais appliquer sur ces différents rectangles les styles graphiques que j'ai créés. Voilà. Ça pourrait être des cercles, ça revient au même. OK, bon. Allez, on va dire qu'ils y sont. Donc, ces rectangles, si je les copie-colle vers un autre document, dans la palette style graphique de l'autre document, je vais récupérer les styles graphiques de ces objets.
D'abord, je vais enregistrer le document, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, j'enregistre, voilà. Je vais créer un nouveau document, fichier nouveau. OK. J'ai 2 onglets, l'onglet du nouveau document et l'onglet de l'ancien. Je sélectionne, si ce n'est pas déjà le cas, les carrés. Je fais édition, copier. Je vais dans le nouveau document qui est vide et dont la palette style graphique est standard, celle standard de Illustrator. Je fais édition, coller. Et voilà. Et les styles graphiques utilisés par les objets ont été transférés. Alors, à partir de là, soit dans la palette des calques, j'enlève l'œil en face du calque, je le verrouille et je travaille sur un nouveau calque. Ou alors, je supprime carrément les objets. Alors, ça sert à quoi? À partir de là, je vais prendre le crayon, par exemple, et je vais commencer à dessiner des choses. Par exemple, une superbe fleur ici, en un morceau. Là, voilà. À laquelle j'applique. Je dois la sélectionner parce que dans le petit crayon, j'avais été décoché l'option conserver la sélection. Donc, après avoir dessiné au crayon, je dois avec la flèche noire cliquer sur la fleur et je vais appliquer le style graphique qui me plaît. Voilà. OK? Donc, techniquement, ça marche. Vous arrivez à transférer des styles graphiques. Alors, si ça vous intrigue, vous pouvez tester les autres styles graphiques qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est des styles graphiques? Ça ressemble à des motifs. On pourrait se dire, tiens, mais c'est des motifs, c'est pas des styles graphiques. Les styles graphiques, ce sont des enregistrements de la palette aspect. La palette aspect sert à mettre au point des styles graphiques. Et quand ils sont mis au point, on déplace le petit... où on déplace carrément l'objet, comme je fais, où on déplace ceci vers la palette style graphique et ça crée le style graphique. Alors, des styles graphiques, il y en a plein d'autres dans Illustrator. Menu de la palette style graphique, ouvrir la bibliothèque de style graphique et j'ai des effets de griffonnage. Par exemple, ça va être assez impressionnant, ça, les effets de griffonnage. Voilà. OK, donc la fleur avec des effets de griffonnage. Et ce qui est intéressant, c'est donc de regarder dans la palette aspect comment ça a été fait. Le style graphique ici, dans la palette aspect, je vois qu'il a été fait avec une multitude de fonds, certains qui ont des dégradés, radial, linéaire. Sur le fond, il y a un effet spécial de griffonnage que je peux désactiver ici, c'est l'art. Voilà. Bien entendu, sur le web, vous allez trouver également des styles graphiques à télécharger, comme pour tout le reste. Alors, ta question, c'est est-ce que les styles graphiques livrés par Illustrator, je peux les utiliser? Oui, ils ne sont pas sous copyright, ceux-là. Ceux qui sont sur le web, il faut voir les conditions d'utilisation. Est-ce que c'est freeware? Est-ce qu'on peut les utiliser? Ou est-ce qu'il faut les acheter? Si tu les achètes, tu peux les utiliser même à des fins commerciales, bien entendu. Il n'y a pas honte d'utiliser un certain... Non, il n'y a pas de honte à utiliser des styles graphiques qu'on a trouvés sur le web. Il y a juste un risque que quelqu'un d'autre puisse utiliser le même. Maintenant, ils sont modifiables. Par exemple, celui-ci que je viens d'appliquer à l'objet. Celui qui faisait partie de la bibliothèque des styles graphiques effet de griffonnage. Je peux aller changer les couleurs après l'avoir fait. Ben oui, on peut aller s'éloigner de ça. Donc, par exemple, le griffonnage. Allez, je clique sur le griffonnage et j'ai plein de curseurs pour aller changer le type de griffonnage. Je coche la case aperçue. Ça va être assez lent parce que ça demande pas mal de ressources. Et vous voyez que on modifie déjà le griffonnage. Voilà. Donc là, en ayant l'objet sélectionné et en lui ayant mis le style graphique ici, griffonnage 7, j'ai cliqué sur le griffonnage pour faire apparaître la palette griffonnage. Ah, d'accord. Maintenant, je peux aller changer les couleurs de fond aussi. Ici, je clique là, je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je clique là et je vais aller choisir d'autres couleurs. Voilà. OK, donc griffonnage bleu ici. Ici, je vais mettre du vert. Voilà. Et ici, je vais mettre du rouge. Voilà, donc c'est assez moche. Je devrais rester dans des couleurs qui se ressemblent. Mais voilà, techniquement, vous voyez qu'il est possible de changer, de s'éloigner.
Prends ça comme base de départ. Alors, il est même possible de les combiner, de combiner plusieurs styles. Mais c'est un peu compliqué. Avec des styles aussi complexes, c'est compliqué. Mais il y a une technique pour prendre deux styles et en faire un seul. Voilà, je modifie l'épaisseur du contour. OK. La couleur du contour si je veux. Et j'ai donc créé un nouveau style graphique que je peux déplacer dans la palette, non pas la palette effet de griffonnage, parce que celle-là n'est pas modifiable. Je vous rappelle, les palettes que vous allez chercher dans le menu sont non modifiables, mais la palette du document. La palette style graphique du document. Je peux aller déplacer ça, le mettre là. Si je double-clique sur lui, je peux lui donner un nom. Voilà. Et donc, si je transfère cet objet dans un autre document, le style sera transféré avec dans la palette style graphique de l'autre document. C'est une des manières de transférer les styles graphiques, comme on l'a vu juste avant avec les petits carrés que j'avais créés pour transférer les styles graphiques de mes pétales. Donc, très, très intéressant, les styles graphiques. Dites-vous que c'est vraiment un enregistrement de l'aspect d'un objet. On met au point le style graphique par la palette aspect, on le stocke dans la palette, pas celle-là n'est pas modifiable, mais dans celle-là, voilà, la palette des styles graphiques du document. Bon, utilisable sur n'importe quelle forme, même des formes géométriques, n'est-ce pas? Voilà. OK. On peut aussi enlever l'œil si on ne veut pas le contour, ou le jeter à la corbeille, faire un nouveau style graphique sans contour. Tout est possible. Afficher les styles graphiques par liste de grandes vignettes. Donc, j'ai des grandes vignettes et j'ai le nom des styles graphiques. Dans Google, je vais aller taper Download Illustrator. Ouais, j'ai peut-être intérêt à indiquer qu'il s'agit de Adobe Illustrator dans ce cas-là. Styles. Voyons un peu ce que ça dit. Donc, OK. Clic droit. Ça, c'est après. Voyons un peu ça. Voilà, plein de styles graphiques gratuits même à télécharger. Graphic Styles. Voilà ce que j'aurais dû taper même. Mais bon, Styles, ça va. Bien que dans les dernières versions d'Illustrator, ils ont intégré les styles de paragraphes et de caractères qu'il n'y avait pas avant. Donc, avant, il n'y avait que les styles graphiques dans Illustrator. Maintenant qu'ils ont intégré les styles de caractères et de paragraphes, c'est vrai qu'il faudrait peut-être préciser que c'est les graphic styles que je veux. OK.
Hop. Donc, les styles, je les ai ici sur Adobe Exchange. Voilà. Ben voilà des styles pour faire des boutons, par exemple, pour faire du web. Bien que les interfaces web, on ne fait plus vraiment de boutons lourds comme ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, des styles. Ça. Donc, ça sert aussi pour faire des boutons web, n'est-ce pas? Les styles graphiques. Ah oui, ça, c'est des styles pour créer des petits plans avec des arbres, etc. Mais il y a certainement aussi beaucoup de symboles là-dedans. Il faudrait voir. Parce que les symboles peuvent servir à faire ça aussi. Bon, il n'y a pas des styles. C'est pas hyper intéressant au niveau des styles. Voilà. Bon, faut chercher, faut tester. Bon, donc, je vais dans Illustrator, je vais remettre les palettes en place. Oui. Et je vais créer un nouveau document. Donc, on va ici voir la différence entre l'effet spécial transformation et l'effet spécial décalage. Donc, allons-y, nouveau document Illustrator. Donc, vous allez dessiner à la plume éventuellement une forme libre. Donc, c'est l'occasion de réutiliser la plume qu'on n'a plus utilisée depuis lundi quasiment. Donc, je vous rappelle le premier point, je le pose sans bouger la souris. Ensuite, deuxième point, cliquez, glissez, puis touche contrôle du PC, commande du Mac pour récupérer la flèche pour pouvoir bouger la moitié de tangente, sauf que c'est pas la bonne flèche. Donc, je vais activer la bonne flèche dans la palette des outils, puis revenir avec l'outil plume, et là, ce sera toujours la flèche blanche qui sera appelée par le raccourci CTRL sur le PC, commande sur le Mac. Voilà. Je vais continuer ici, sauf que le tracé a été interrompu, donc il ne continue pas mon tracé. Donc je fais CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac. Et je vais devoir ici indiquer que je recontinue le tracé à partir de là. Donc je clique sur le dernier point de construction. Voilà. Puis je vais mettre ma mini tangente ici. Touche commande du Mac, CTRL du PC. Et j'ajuste. Voilà. Alors, cette méthode de la micro-tangente est celle qui est préconisée par Adobe parce que ça crée toujours des véritables courbes de Bézier. Si on zoome, comme dans ce cas-ci, peut-être pas parce qu'elle a été supprimée dans le processus, un bel exemple, je vais revenir un peu là-dessus après. Si je zoome sur un autre point ici, que je clique avec la flèche blanche, je vois que j'ai deux moitiés de tangente de chaque côté, donc ça veut dire que ce sont des véritables courbes de Bézier. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cassure énorme au niveau des points. Une cassure, il y en a une parce que j'ai une petite tangente d'un côté et une grande de l'autre, mais la cassure n'est pas énorme, on est d'accord. Dans le cas de mon premier point, lui, il a perdu sa deuxième moitié de tangente, et là, j'ai une véritable cassure. Ça se voit au niveau du contour, là, on voit que c'est vraiment cassé. C'est parce que lui, il n'a plus qu'une seule moitié de tangente. En fait, quand j'ai cliqué pour raccrocher avec la plume, j'aurais dû bouger pour créer une tangente. Mais c'est pas grave, je vais en recréer une véritable. OK.
Donc, on appelle ça des courbes de Bézier parce que ça a été inventé par un ingénieur automobile qui s'appelait Pierre Bézier, qui a inventé cette technique pour arriver à décrire des courbes avec très peu de points. Donc, en fait, avec 4 points, on arrive à décrire la forme d'une courbe. D'accord? Ici, j'ai une courbe, celle-ci. Et c'est la position de 4 points qui permet de décrire cette courbe. Donc, les 2 points d'ancrage, celui-ci et celui-là, et les 2 poignées de tangente. Ok, donc je continue mon tracé. Là, encore une fois, je l'ai interrompu, donc j'annule et je vais raccrocher. Alors peut-être que cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais, plutôt que de simplement cliquer, je vais cliquer, glisser. Voilà, comme ça, je tire une deuxième moitié de tangente et je n'aurai pas de problème à régler. Vous voyez? Donc, je vous refais la démonstration. Si j'interromps le tracé en cliquant à côté, ou en changeant d'outil, voilà, et que j'essaie de continuer, le tracé est interrompu, donc j'annule. Et puis je vais revenir sur la fin du tracé ici pour indiquer que je continue à partir de là, mais donc cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur de simplement cliquer. Je vais faire un cliquet, glisser, donc je tire une seconde moitié de tangente, et donc là, je suis sûr d'avoir des courbes, véritables courbes de Bézier. Ok, donc c'est une simple forme ici, une simple forme abstraite, juste pour faire des tests. Je reviens sur le premier point ici. Là aussi, je peux cliquer, glisser pour lui faire une tangente pour que ça raccorde. Parce que si je fais simplement cliquer, le premier point n'aura qu'une moitié de tangente. Là, il en a 2. Normalement. Non, il n'en a qu'une. Tiens. Ok, mais je vais lui en mettre 2. Alors, quand vous avez des points qui n'ont pas 2 moitiés de tangente, comme c'est le cas ici, ben je vais simplement, avec l'outil de conversion, qui est derrière la plume ici, l'outil de conversion, je vais simplement enlever les tangentes existantes, en fait la seule tangente existante, et puis je vais en remettre. Donc quand je dis je vais enlever la seule tangente existante, c'est la seule moitié de tangente existante que je vais enlever avec l'outil de conversion. Cet outil de conversion, on l'a vu, si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous avez la plume activée, c'est son raccourci en fait. Donc je clique sur le point d'ancrage, ça enlève les tangentes. Puis je fais cliquer glisser sur le point d'ancrage, ça en remet une. Attention à ne pas faire un nœud comme ceci. Il faut aller dans le bon sens comme ceci. Voilà. Donc je vais refaire pour le point ici. Avec la touche Alt, je clique, ça enlève la moitié de tangente. Je reviens, je fais un cliquer glisser. Si je fais un nœud comme ça, c'est pas bon, je dois aller dans l'autre sens. Et voilà. Donc voilà, c'était l'occasion de reparler de la plume et d'amener des précisions par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Donc cette forme, je peux lui donner une couleur de fond. Je vais aller chercher les Pantones dans le module de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs. Voilà. Je vais attacher cette palette avec celle de nuancier. D'abord, je détache celle de nuancier, puis je vais attacher la palette Pantone à celle du nuancier. Voilà, comme ça. Elles sont toutes les deux au même endroit. Je gagne de la place sur l'écran. Donc les Pantones sont des encres qui sont utilisées chez l'imprimeur. On crée la couleur avant de mettre l'encre dans la presse. La couleur est créée par mélange. Donc les couleurs ne sont pas comme en quadri, créées par superposition de cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont des encres déjà en couleur, avec la bonne couleur, avant même d'aller dans la presse. Il y en a plus de 700, mais en fait, elles sont créées par des formules de mélange des couleurs de base. Les premières Pantones que vous avez là
sont les couleurs, les véritables encres qui existent, qui sont vendues par Pantone aux imprimeurs. Et ils les mélangent, ces encres de base, celles qui portent des noms, là. Ils les mélangent pour obtenir les autres couleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils ont des machines pour mélanger les encres, pour préparer les Pantone. Donc, ne croyez pas qu'il existe 700 encres Pantone vendues par Pantone. Il en existe beaucoup moins que ça. On les voit là. Et c'est l'imprimeur qui crée son encre. Alors, je pourrais dire beaucoup plus à ce propos, mais puisque j'ai touché ici aux encres Pantone, j'amène également une petite information supplémentaire à propos des encres Pantone. Le fait qu'il n'y en a pas 700 qui existent vendues par Pantone, mais qu'en fait, ce sont des encres de base qu'on mélange, que l'imprimeur mélange avec ses machines, avec le pourcentage de mélange, c'est vraiment au centième de pourcent, c'est très précis. Ok, donc je vais attribuer une couleur à cette forme et je vais rapidement faire un trou dans la forme grâce au système du Pathfinder, par exemple. Bon, alors... Donc, je vais faire le trou. Je peux rapidement faire ça avec un cercle. Je pourrais le faire avec la plume aussi. Oui, pourquoi pas. La plume, clic. Ah non. Si je veux faire les choses vraiment proprement et ne pas devoir recréer une tangente après, je peux faire un clic et glisser. Alors, je vous ai dit, le premier point, il faut jamais faire un clic et glisser. Il faut simplement cliquer. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? C'est parce que les débutants ont tendance à faire ceci. Ils essayent de dessiner et ils créent une tangente géante. Mais si vous savez qu'il faut faire une petite tangente, c'est pas un problème, vous faites une petite tangente, vous dirigez à peu près dans le sens où vous voulez faire la suite de la forme, ça va. Vous savez que vous n'avez pas fait un trait, là, vous avez simplement fait un point avec une tangente. Tangente suivante, touche commande du Mac, contrôle PC, j'ajuste, etc. Voilà, nous allons donc créer une forme avec ce trou. Je reviens sur le premier, cliquer, glisser, voilà. Donc, pour arriver à faire un trou avec cette forme, je sélectionne les deux formes, et je vais utiliser le Pathfinder. Alors, parfois, vous allez voir que dans Illustrator, on vous propose d'utiliser objet, tracé transparent, créer. Objet, tracé transparent, créer. En fait, ça revient au même que d'utiliser le Pathfinder. Parfois, quand on fait des formes à plusieurs trous, la méthode objet tracé transparent créé ne fonctionnera pas bien. Et il faudra passer par le Pathfinder. Mais sinon, quand on n'a que deux formes comme ceci, ça marche toujours très bien. Je vais annuler et faire un petit test ici. Vous ne le faites pas. Je fais juste le petit test. Qu'est-ce qui se passerait si je fais objet tracé transparent créé en ayant deux trous? Mais dans ce cas-ci, ça a bien marché. J'annule. Je vais supprimer le cercle ici. Voilà. Donc, juste au passage, je vous dis que la fonction du Pathfinder existe également sous cette forme-ci. Alors, pourquoi est-ce que ça existe sous cette forme-là? C'est l'ancienne forme. Le Pathfinder est apparu dans l'évolution d'Illustrator à un certain moment. Il n'existe pas depuis le début. Et donc, au début de Illustrator, quand on voulait faire des formes avec des trous, il fallait passer par objet tracé transparent créé. Maintenant, je peux passer par le Pathfinder sans problème. Systématiquement, menu fenêtre Pathfinder. Et je vais indiquer que je veux une forme où ça s'exclut, ça fait un trou là où les deux formes se superposent. Exclusion. Donc, si je fais fenêtre, si je fais affichage, afficher le damier de transparence, on voit que c'est véritablement off. Et vous avez remarqué, bien entendu, que j'ai dessiné un vase design. Je rigole.
Ouais. Alors, cette forme à trou, je vais la dupliquer. Ouais, je sais pas. Donc, je vais dupliquer la forme ici avec la touche Alt, avec la flèche pendant que je déplace. Donc, il s'agit bien d'une forme, puisque maintenant j'ai fait un tracé composite. À la place de 2 objets, j'en ai plus qu'un seul dans la palette des calques. Donc, c'est un tracé qui s'appelle transparent, mais en réalité, ça devrait s'appeler tracé composite. D'ailleurs, dans d'autres logiciels de graphisme, quand on fait ce genre de choses, vous verrez le mot tracé composite. Donc, je vais, avec la touche Alt et la flèche déplacer, voilà. OK. Ce qui va me permettre de faire des petits tests. Je peux réduire ça un peu si je veux avec la transformation manuelle. Dans mon cas, j'ai fait un peu grand par rapport à ma page, voilà. OK. Je vais enregistrer déjà le fichier ici, il ne faudrait pas perdre ça. Et comme c'est le premier exercice de la journée, je vais créer un dossier avec le nom de la date d'aujourd'hui. Donc, on est en train d'étudier les différences entre transfert de contour et décalage de contour. Ouais. Hier, on a fait de la transformation de contour. Donc, si vous vous souvenez, on a fait de la transformation de contour pour donner l'impression que le contour ne colle pas au tracé. Le tracé est rempli par la couleur unique. Par contre, le contour, on a demandé qu'il s'éloigne. Donc, mon trait de crayon, c'est là vraiment où j'ai le tracé. Et le contour a été décalé. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait hier. OK. Alors, sur les deux formes, je vais mettre d'un coup le même contour. Donc, je sélectionne les deux formes. J'indique que je mets un contour et je vais aller choisir la couleur. OK, l'épaisseur là au-dessus éventuellement. Et voilà. Arrête. OK, ça marche? Ouais. Bien. Alors, je sélectionne maintenant uniquement l'objet de gauche et je vais refaire l'opération d'hier. C'est certainement pas superflu de faire un petit rappel comment je détache le contour du fond. C'est via la palette aspect, donc menu fenêtre aspect éventuellement. Via la palette aspect, il faut indiquer qu'on travaille uniquement sur le contour. Donc, je clique dans la palette aspect sur la ligne qui concerne le contour. Actuellement, le contour, qu'est-ce qu'il a? Un réglage d'opacité, mais il est normal. Il n'y a pas de problème, c'est opaque à 100%, rien n'a changé. Et je vais ajouter en plus, l'effet de transformation. Donc, menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. Je coche la case aperçue et je joue sur la mise à échelle éventuellement. Voilà. Si je mets 110% en vertical et en horizontal, le contour s'agrandit de 10%, comme on le voit. Et voilà ce que ça donne. Bien. Hier, on avait joué également sur le déplacement, mais je ne vais pas le faire ici. C'est bon comme ça.
Donc, le problème que tu avais, c'est que suite au tracé transparent qu'on a créé via le Finder, tu as obtenu des groupes. Est-ce que tu étais allé par le Finder ou par le menu objet tracé transparent créé? Par le Finder. Donc, il est possible que d'autres ici dans le local aient le même problème. Donc, ce qui se passait, c'est que les objets, l'un et l'autre, sont dans des groupes que je peux recréer le problème en faisant objet associé. Voilà, en sélectionnant un objet et puis faire objet associé. En fait, je mets l'objet dans un groupe. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a qu'un seul objet là. Mais en tout cas, voilà. Si c'est le groupe qui est sélectionné, hein, si je clique sur l'objet ici de gauche, je sélectionne le groupe. À l'intérieur du groupe, l'objet n'est pas sélectionné. On n'a pas la double cible à cet endroit-ci. Eh bien, dans ce cas-là, la palette aspect, évidemment, ne me montre pas que c'est un objet avec un fond, dans mon cas, rose et un contour couleur ocre. Non, puisque, en fait, c'est ce qui concerne le groupe. Si je veux vraiment modifier l'objet, je dois, ici, descendre, cliquer pour le sélectionner. Et voilà. Ou alors, on a vu que si on double-clique, on passe en mode isolation. Je suis descendu dans le groupe. Là, je suis au niveau de l'objet. Voilà, mode isolation. Je travaille sur le tracé transparent. Ça, c'est aussi une solution. Le double-clic pour passer en mode isolation, puis je vais remonter ici. OK. Mais donc, dans ce cas-ci, j'aime autant faire comme ceci. Voilà. Donc, le problème des groupes, quel intérêt on peut avoir à mettre un effet spécial sur un groupe, on va le voir un peu plus tard. On y reviendra. Donc, OK, je continue ici. Donc, j'ai mis un effet de transformation. On sait bien que si on veut le modifier, il faut absolument retourner dans la palette aspect. Il ne faut pas retourner dans le menu effet. Une fois que l'effet spécial est mis sur un objet, pour le transformer, je dois retourner ici et cliquer sur transformation. Et donc, il n'agit que sur le contour, bien entendu. Celui-ci. Voilà, si je mets 120, j'augmente à 120% le contour, case aperçue, et voilà. OK, on voit ce que ça donne. Alors, il est fort probable que visuellement, ce n'est pas ce que vous voudrez obtenir. Dans le cas des fleurs, des pétales qu'on a fait hier, c'était pas mal, mais si vous voulez que le contour soit à une distance constante par rapport au feu, il va falloir utiliser autre chose, et c'est ce que je suis en train de vous montrer ici, la différence entre la transformation de contour et le décalage de contour. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais sélectionner l'objet de droite. Attention, c'est le groupe qui s'est sélectionné si vous avez les groupes, donc on va plutôt aller sélectionner le tracé lui-même vraiment dans le groupe via la palette des calques, par exemple. Et dans la palette aspect, je vais indiquer que je travaille uniquement donc sur le contour, parce que la forme doit rester à cette dimension-là, c'est le contour qui doit bouger. Donc, je dis que je clique sur le contour, que je travaille sur le contour. J'indique que je travaille sur le contour de cet objet que je viens de sélectionner ici. Et je vais cette fois-ci dans le menu Effet, Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Je coche la case Aperçu et voilà. Et vous faites varier la valeur ici. Alors, une fois que je l'ai sélectionné, je peux jouer avec les flèches haut et bas du clavier. Ça me permet d'éviter de devoir réinscrire chaque fois la même valeur là. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose, en fait, au niveau du résultat. On est d'accord. Donc, un peu plus tard dans la journée ici, nous allons mettre des effets, des contours comme ça en décalage sur du texte. Et ben, c'est ce qu'il faudra mettre si on veut cet effet régulier de contour
distance constante par rapport au fond, ce sera un effet de décalage. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin de sélectionner la valeur. Simplement cliquer là et jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier. Cas aperçu, ce sera mieux pour voir ce que ça donne. Voilà. OK. Do they kind of put it after you collected a film following that way, but il n'y a pas de rien. D'accord. Donc, le trou là est petit et le contour ne se voit pas. Donc, tu peux éventuellement essayer, bien entendu, de... je vais aller voir le problème parce que là, je ne le visualise pas trop. Le contour est déjà au-dessus du fond, en fait, ici. Ça veut dire même que si je fais une valeur négative, voilà, si je mets une valeur négative à la place de positive, il va déborder sur le fond. Et on le voit parce qu'il est au-dessus. Ça peut être intéressant aussi. Un décalage négatif.